L'exorciste. Le récit intitulé L'exorciste, qui traite de la possession démoniaque d'une fillette, fut un roman extrêmement populaire de William Peter Blatty. On en tira un film encore plus populaire, le premier du cycle moderne des superproductions d'horreur. Une bonne partie de l'attrait du livre et du film venait de ce qu'il se prétendait fondé sur un cas authentique. L'écrivain et le producteur du film reconnurent que certains changements avaient été effectués afin de rendre l'histoire plus spectaculaire et plus passionnante. Les modifications étaient en effet considérables et, en fait, elles altéraient radicalement le récit original, et l'on doit considérer le livre et le film L'Exorciste comme des œuvres de pure fiction, sans le moindre rapport avec les faits eux-mêmes. Dans le livre et dans le film, le sujet possédé était une fillette, alors que dans la véritable affaire, il s'agissait d'un garçon. En outre, les données disponibles dans le cas original sont rares. Très peu de comptes rendus précis ont été tenus, et tout n'a pas été rendu public à propos de cette affaire. Certains de ceux qui étaient impliqués dans les événements sont morts depuis, tandis que d'autres refusent d'en parler davantage. Voici ce que nous savons. L'affaire commença au début de 1949. Le sujet possédé était un garçon de 14 ans qui s'appelait Douglas Dean et vivait avec sa famille à Washington. La première manifestation que remarqua la famille consista en d'étranges bruits provenant de la chambre du garçon. La famille soupçonna les souris et fit venir les services d'hygiène. On ne trouva pas de souris, et les bruits continuèrent. Peu à peu, les troubles se firent plus violents. Des meubles furent déplacés de ci, de là. Une lourde jatte tomba du dessus du réfrigérateur sans raison apparente. Un tableau parut bondir du mur. Les perturbations se concentraient autour de la chambre de l'enfant, où son lit remuait et tremblait, parfois toute la nuit. Les Dean tentèrent d'abord d'ignorer cette agitation, mais lorsqu'elle continua et empira, ils s'inquiétèrent et commencèrent à parler de la situation à leurs voisins. Ceux-ci s'efforcèrent de rire de leur histoire, mais après avoir passé une nuit dans la maison des Dean, ils cessèrent de rire et devinrent à leur tour persuadés qu'il se passait quelque chose de très étrange. La famille fit alors appel à un prêtre de leur confession, le révérend Winston. Le prêtre reconnut qu'il était extrêmement sceptique, mais consentit à y regarder de plus près. Il passa toute la nuit du 18 février 1948 en compagnie des Douglas Dean. Plus tard, le révérend Winston décrivit ce qui s'était passé cette nuit-là lors d'une réunion de la Société des parapsychologies à Washington. Il raconta que le lit du garçon s'était d'abord mis à trembler. Des grattements et des raclements retentirent en provenance du hall. Le pasteur alluma la lumière, mais ne distingua rien qui sortît de l'ordinaire. Il demanda alors au jeune garçon de s'asseoir dans un fauteuil, mais, aussitôt qu'il le fit, le fauteuil se mit à se déplacer lentement à travers la pièce. Puis il commença à se balancer d'avant en arrière et finit par se renverser en précipitant Douglas sur le plancher. Ensuite, le pasteur décida qu'il serait préférable d'éloigner le garçon du mobilier. Il ordonna donc à Douglas de prendre son oreiller et ses couvertures et de dormir par terre. Cela ne servit à rien non plus. L'enfant et la literie se mit à glisser de ci, de là, dans la pièce. Le lendemain matin, le pasteur sceptique était convaincu d'avoir assisté à quelque chose d'extraordinaire et d'inexplicable. On conduisit l'enfant à l'hôpital de Georgetown pour lui faire passer une série complète de tests psychologiques et physiques. Les tests ne révélèrent aucune anomalie physique. Des séances avec un psychiatre ne firent pas disparaître les incidents qui se concentraient autour du jeune garçon. La famille Dean finit par opter pour une cure draconienne. Ils firent venir un prêtre de l'Église catholique romaine
pour qu'il exécute l'ancien rituel d'exorcisme afin de repousser les démons qui, il le craignait maintenant, s'en prenaient à leur fils. Ils étaient désespérés et considéraient l'exorcisme comme leur dernier espoir. Le prêtre qui se livra à l'exorcisme resta 2 mois auprès de l'enfant. Durant cette période, il exécuta ce long rituel une 30aine de fois. Pendant que le rituel se déroulait, le garçonnet tremblait violemment et parfois criait ou hurlait d'une voix qui ne ressemblait pas du tout à sa voix ordinaire. En mai 1949, alors que le prêtre accomplissait le rituel, l'enfant ne réagit pas violemment comme il le faisait d'ordinaire. Et le prêtre supposa que l'exorcisme avait été efficace et que les démons avaient été éloignés. Après cela, la famille ne fut plus jamais dérangée par des lits agités de secousses ou des bruits bizarres. Les effets physiques les plus spectaculaires, comme le flottement dans les airs que l'on pouvait rencontrer dans le livre et le film, sont absents du sommaire compte-rendu original concernant ce cas. Nous nous retrouvons avec ce qui ressemble à une affaire de poltergeist plutôt classique. Cette famille choisit d'interpréter les manifestations comme étant démoniaques, mais on aurait tout aussi bien pu les qualifier de surnaturelles ou de psychiques. Il convient aussi de se rappeler que ce cas n'a jamais réellement fait l'objet d'une enquête de la part de personnes familiarisées avec les manifestations de poltergeist. Tout au long, on supposa que les phénomènes étaient réels, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas produits ni consciemment ni inconsciemment par l'enfant lui-même. Les chercheurs en métapsychique connaissent bien la longue histoire de la mystification enfantine dans les cas de poltergeist et s'efforcent généralement de prendre des précautions pour ne pas se laisser abuser. Cela ne semble pas avoir été fait dans le cas de l'exorciste. Aussi, l'exorciste doit-il en réalité être considéré comme une œuvre de fiction et d'imagination, inspirée par un témoignage incomplet sur une affaire de poltergeist.